à tous et bienvenue à l'instant de l'épreuve de l'écho. Restons pour démarrer en Afrique où le règlement des factures d'importation tout autant que le remboursement des dettes privées et publiques à l'international se font en devises et majoritairement en dollars américains ou en euros. Il est établi que tous les pays et toutes les régions dans le monde doivent mobiliser des ressources dans ces deux monnaies qui dominent les échanges internationaux. Or, la pandémie liée au coronavirus et les mesures de confinement qui ont été imposées ont négativement impacté les trois principales sources de revenus en devises pour l'Afrique. On a assisté à un repli de l'activité mondiale, ce qui a réduit la consommation internationale et la demande en matières premières, qui sont les principaux produits vendus par l'Afrique sur le marché international. 40% des revenus en devises de la région sont générés par la vente du pétrole. Or, le prix de cette ressource est de 2 fois inférieur aux prévisions des budgets des pays qui en sont producteurs et exportateurs. Aussi, le ralentissement et même l'arrêt des activités de production dans divers pays industrialisés a fait baisser la demande en matières premières minières agricoles. Enfin, à plus de perdre des revenus en devises, l'Afrique souffrira d'une diminution de ses réserves de change. Les investisseurs étrangers qui y ont installé retirent déjà leurs capitaux et bénéfices par peur que survienne une dévaluation. Les autres sources de revenus en devises de l'Afrique sont des investissements réalisés sur le continent par des non-africains et les transferts que les Africains de la diaspora effectuent à leurs familles sur le continent. Ces deux segments aussi sont en difficulté. La Banque mondiale estime que le répit des IDE sera de 35% dans les pays en développement pour l'année 2020, mais on peut s'attendre à ce que cela soit plus prononcé en Afrique. Pareillement, les transferts de la diaspora devraient reculer de 25%, frappant durement des pays comme le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal ou encore le Mali. On note de plus en plus des appels à une réponse plus globale avec l'aide des institutions multilatérales comme le Fonds monétaire international, mais avec un rôle différent et renforcé. Des leaders d'opinion au niveau international ont poussé le débat international sur la possibilité de faire de cette institution le prêteur en dernier ressort en cas de crise internationale majeure de l'ampleur de celle que nous vivons aujourd'hui. La mondialisation a favorisé la recherche de la productivité au-delà des frontières géographiques. Les entreprises ont délocalisé sans cesse pour produire à faible coût. Cela a permis à la Chine, à cause de la faiblesse de ses facteurs de production, de devenir longtemps l'usine du monde. L'Afrique aussi a commencé à attirer les multinationales à la recherche de meilleure productivité. Ce modèle de délocalisation va vraisemblablement être mis en cause du fait de la crise liée au Covid-19, en particulier au niveau des secteurs stratégiques comme l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire. La remise en cause du modèle aura des répercussions sur le commerce mondial. C'est pourquoi les principes qui ont guidé l'Organisation mondiale du commerce jusque-là devraient être revus. Les pays africains doivent soutenir sans complexe leur économie en protégeant des industries locales de la concurrence internationale, adoptant un nouveau modèle qui doit se construire autour de la transformation locale, orientant les crédits vers les secteurs privés pour augmenter le financement des PME, investissement massivement dans les infrastructures ainsi que les secteurs sociaux, bien évidemment l'éducation, la santé. Quant au financement, le recours à la dette et aux ressources internes sont des possibilités à exploiter. Bien que des contraintes importantes existent pour limiter le taux d'endettement des pays africains, des marges de manœuvre existent pour se financer grâce à la dette. L'Afrique doit développer ses propres modèles économiques endogènes, d'autant plus que toutes nos certitudes économiques sont remises en cause par cette crise planétaire. Les pays comme la France, l'Espagne et le Royaume-Uni ont un taux d'endettement supérieur à 100% de leur produit intérieur brut respectif. Par comparaison, l'Afrique, avec un taux d'endettement moyen de 60% en 2018, nettement inférieur à celui des pays cités si haut. L'Afrique de l'Ouest avait le plus faible taux d'endettement en 2018 avec un taux de 38%. Ceci permet de soutenir que le niveau élevé de la dette publique n'est pas en soi une mauvaise chose. Le plus important est qu'elle soit gérée de façon efficiente et qu'elle serve à de l'investissement productif. Les retours sur l'investissement serviront tout bonnement à rembourser la dette. D'autre part, les ressources internes constituent une source importante de financement pour nos États. Le taux de pression fiscale dont le rapport entre les impôts prélevés et le produit intérieur brut était de 34% en 2018 dans les pays de l'OCDE contre 16,1% en Afrique de l'Ouest. Les recettes fiscales et non fiscales sont donc très faiblement recouvrées, ce qui démontre des possibilités abyssales pour accroître les recettes de l'État.
La ZTDC, compagnie zimbabwéenne d'électricité, de transport de l'énergie, a lancé des appels d'offres pour la construction des centrales solaires d'une puissance totale de 500 MW. Ces appels d'offres rentrent dans le cadre d'une campagne destinée notamment à mettre fin aux coupures de courant. D'autres mesures avaient été prises antérieurement. Selon le ministre de l'Énergie, le gouvernement a supprimé les droits de douane sur des panneaux photovoltaïques et autres accessoires et encourage désormais la construction des bâtiments qui s'en équipent. Il estime avoir besoin d'une aide de 3 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs de développement de cette énergie dans le prix. Une chose est sûre, à Harare, la capitale, on trouve désormais un peu partout des panneaux photovoltaïques, mais le coût des équipements reste encore un frein à leur développement. Depuis 2019, le pays subit de fréquentes coupures d'électricité qui atteignent parfois 24 heures d'affilée, ce qui n'a pas empêché les autorités d'augmenter les prix du courant. À cause d'une sécheresse très importante qui sévit en Afrique australe. Le manque de précipitations a entraîné une baisse des niveaux des barrages hydroélectriques, l'une des principales ressources énergétiques. Par ailleurs, le Zimbabwe, empêtré depuis des décennies dans une grave crise économique à cause des devises étrangères et très endetté, a dû réduire ses importations de courant. En temps ordinaire, la compagnie sud-africaine Eskom lui fournit une puissance de 400 MW par jour. Il convient de rappeler que le Zimbabwe est également alimenté par le barrage de Kaorabassa au Mozambique. L'ancien directeur général de l'OMC, ex-commissionnaire européen pour le commerce Pascal Lamy est revenu sur le plan de relance franco-allemand présenté par Emmanuel Macron et Angela Merkel. L'histoire de la construction européenne montre que c'est dans les moments de crise que souvent, elle avance plus vite. Et en voici une nouvelle preuve. Pascal Lamy se montre optimiste pour l'Union européenne au lendemain de la présentation surprise d'un vaste plan de relance de 500 milliards d'euros par le couple franco-allemand. C'est un pas en avant qui ne connaît aucun précédent, explique l'ancien directeur général de l'OMC, ex-commissionnaire européen pour le commerce. Jamais, jusqu'à présent, l'Union européenne n'avait été autorisée à emprunter de tels montants pour faire des subventions puisque les sommes étaient des prêts plutôt que des subventions auparavant. Cette fois-ci, c'est énorme. C'est 3 fois le budget annuel de l'Union, 1500 milliards d'investissements, ce qui est gigantesque et nécessaire. Reste à savoir si le plan franco-allemand pourra se transformer en un plan européen. Ce qui est majeur, c'est de savoir si, cette fois-ci, l'Union européenne va pouvoir venir en aide aux Européens en utilisant son avantage comparatif qui est sa masse. Pour Pascal Lamy, il y a maintenant des étapes à franchir, telles l'intégration de cette proposition franco-allemande dans les propositions de la Commission qu'elle va faire à l'attention du Conseil européen et du Parlement européen le 27 mai. Il y a de grandes chances que la proposition de la Commission soit du même ordre de grandeur. Surtout, il faudra que ceci soit accepté par les 27 et le Parlement européen. Et là, ce sera évidemment un peu plus compliqué. Après, il faudra déterminer les programmes et les critères de ce plan de relance. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une ampleur inédite, chacun évalue la crise économique qui va en résulter. L'économiste Christian Gaulier estime entre 10 à 20% la chute du PIB en France. Dans le domaine de la prévision, chacun navigue au doigt mouillé. Le système financier va sans doute connaître des changements violents et pas de simples ajustements. En cette matière, comme dans d'autres, il y aura un avant et un après Covid-19. L'heure à l'urgence sanitaire, la situation budgétaire et financière attendra, comme attendra la reprise de l'économie en état mort cérébral. Pour tenter d'endiguer cette chute vertigineuse et le marasme qui va en découler, le G20 vient de décider une injection de 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale, en plus de ce que les pays ont prévu individuellement ou par le biais de leur banque centrale. Aux États-Unis, le plan proposé par Donald Trump, voté par les démocrates au Sénat, prévoit le déblocage de 2 000 milliards à destination des salariés, des hôpitaux et des entreprises. En Europe, la Banque centrale européenne a mis en place un plan d'urgence le 19 mars consistant au rachat d'actifs près de 750 milliards d'euros, faisant culminer pour l'instant l'aide de la BCE à plus de 1 000 milliards d'euros, une véritable révolution pour l'institution. Voilà qui met un terme à cet autre rendez-vous. Merci de votre affable attention. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour demain, même heure, même chaîne.